Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre magazine Le Point. L'actualité de ce mardi 29 mai 2018, nous allons la scruter avec Maître Guillaume Manjolo. Il est secrétaire général de l'ULDC, Union des libéraux démocrates chrétiens, un parti membre de la majorité présidentielle. Bienvenue, Maître Manjolo. Merci, Monsieur Moment. 70e anniversaire de l'opération de maintien de la paix dans le monde, des Nations Unies, faite aujourd'hui. Si on doit évaluer cette opération en RDC, quelle sera votre réponse? Le fiasco total. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la RDC, nous avons plus été victimes des Nations Unies qu'elles nous ont accompagnés réellement dans l'effectivité du maintien de la paix. À l'heure actuelle, nous avons les contingents les plus importants de la planète. Et nous sommes aussi frappés dans notre chair, dans la partie Est, sans cesse, alors que ce contingent est là, avec plus de 20 000 hommes, qui ne servent quasiment à rien, qui sont des touristes qu'on voit ici à Kinshasa, traînant de manière nonchalante dans les rues de Kinshasa, impliqués dans plusieurs trafics, et finalement, ça ne nous a servi à rien. Donc vous ignorez le travail abattu par ces casques bleus pour le maintien de la paix depuis 1999 que les Nations Unies sont en RDC? Depuis 1999, comme vous dites, on peut comptabiliser plus ou moins 6 millions de morts dans la partie Est de la République. Mais ça aurait été plus s'ils n'étaient pas dans l'action. Non, ils ne sont jamais intervenus, puisqu'il s'est même passé des activités aux portes de leur campement. On tuait les gens, ils étaient là, et ils n'avaient pas pour mandat de pouvoir intervenir. Sans que... Enfin, la RDC a pu solliciter auprès de ses amis de la SADC pour pouvoir organiser une brigade spéciale. C'était pas pour rien. C'est parce que tout simplement, on ne pouvait pas compter sur ces contingents pléthoriques qui ne servent à rien du tout. Ce qui fait que, sur fonds propres, on a pu négocier avec le Malawi, avec la Tanzanie et avec l'Afrique du Sud. Exact. Pour constituer une force d'intervention et solliciter un mandat spécial par rapport à ça. C'est ce qu'on a obtenu. Ce qui veut dire simplement que ce qui avait été organisé depuis le début ne servait à rien, ça ne sert toujours à rien. Vous avez vu dans la partie Est, à un moment donné, les populations sont parties manifester pour réprouver la présence de ces gens-là. Ils sont là, impliqués tous azimuts dans plusieurs exactions de nature assez douteuse, impliqués dans des viols, impliqués dans les rapports des Nations Unies eux-mêmes sur notamment le trafic des minerais. Je ne sais pas très bien de quoi on parle, puisque bon, en ce qui concerne la RDC, c'est malheureusement pas opérationnel. Et d'ailleurs, Guterres, dernièrement, quand il s'est rendu au sommet de l'Union africaine, on lui a dit que bon, les gens de Bangladesh et autres qui venaient en RDC n'avaient pas pour vocation de venir mourir, et que par conséquent, il fallait repenser ça autrement, que les forces africaines interviennent elles-mêmes parce que conscientes de leur situation propre. Ce qui n'est pas le cas avec tous ceux qui viennent en dehors du périmètre africain et qui ne peuvent pas... D'ailleurs, c'était ma prochaine question. Donc, il faut repenser cette opération de maintien de la paix. Oui. Vous suggérez c'est que s'il s'agit de l'Afrique, ce soit les Africains qui fassent partie de cette brigade. Exactement, ce sont les Africains qui doivent devoir. Bon, il y a plusieurs mécanismes au niveau régional, au niveau notamment de l'Union africaine. Et on a eu un certain nombre d'activités qui avaient été menées au niveau, et des structures même qui ont été créées au niveau de l'Union africaine, au niveau aussi de la SADC, qui sont des structures qui peuvent être opérationnelles, d'intervention rapide, de manière ponctuelle. Les cas de G5 au niveau de l'Ouest de l'Afrique. Les cas de G5 pour eux, au niveau de l'Est Afrique et tout ça. Donc, on a eu les Amani d'un côté, d'autres structures aussi au niveau de l'Afrique australe qui sont opérationnelles. J'ai eu l'opportunité et la chance de vivre la structuration de ces activités-là quand j'accompagnais le ministre Mochi Banda, aussi bien à la coopération à l'époque et aux affaires étrangères. Donc, ce qui fait que ce sont des structures qui permettent de pouvoir non seulement rapidement amener la paix, parce que ce sont des décisions qui sont régionales. Ce ne sont pas des décisions qui sont tirées du Conseil de sécurité avec ce qu'on sait en termes de penchant ou d'orientation par rapport à la sous-traitance éventuelle. Donc, on est dans une autre dimension qui est celle de ceux qui sont concernés directement, agissent directement pour leur propre intérêt. Déclaration de Macron lors de la conférence de presse après sa réunion avec Kagame. Hier, c'était avec le président angolais. Mais pourquoi ça dérange la République démocratique du Congo? Et pourtant, ils sont clairs. Eux veulent le respect de l'accord du 31 décembre 2016. En quelle qualité veulent-ils ces respects-là? Qui sont-ils exactement? Quels sont les mécanismes applicables à cette situation? Est-ce que c'est la volonté de Macron? La volonté de l'Angola?
ou la volonté du Rwanda? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le monde, c'est maintenant un village planétaire. Ça ne veut rien dire. Depuis quand nous sommes mêlés des histoires de la France? Parce que c'est un village. Jamais. Depuis quand nous sommes mêlés des histoires de l'Angola? Jamais. Il est vrai que dans les années 70, d'une manière ou d'une autre, on a pu accompagner certains mouvements. Mobutu a pu accompagner certains mouvements au niveau de l'Angola. Bon, mais il faut comparer ce qui est comparable. Vous me parlez des 3 pays, dont un est une démocratie et 2 autres, 2 dictatures. L'Angola a un seul parti politique, depuis 1975. Un seul parti politique qui s'appelle... Il y a aussi l'UNITA, non? Ah non, l'UNITA, on a vu lors des dernières élections. L'UNITA n'existait plus. L'UNITA, c'est juste une sorte de paravent démocratique. Il n'y a pas de démocratie en Angola, tout le monde le sait. C'était un régime militaire depuis quasiment 1975. Tout le monde le sait. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les vérités sont celles-là. On sait très bien qu'en Angola, il y a juste un régime autoritaire, militaire. Il n'y a aucun droit qui est exprimé. Il n'y a pas de télévision autre que la télévision d'État en Angola. Il n'y a pas de journaux autres que ça. Il n'y a pas de téléphonie autre que. Tout ça est confectionné autour d'un parti politique qui gère le pays, qui est un parti État, qui a absorbé l'essentiel de l'intelligentsia venant de l'UNITA, qu'on a versé dans les MPLA. Donc, on ne peut pas discuter là-dessus. C'est leur régime, c'est leur façon de pouvoir penser. Bon, de l'autre côté en face, on sait qu'est-ce qui se passe en face. Y a-t-il une opposition? J'ai même vu quelque chose d'extraordinaire. Une jeune dame s'est proposée de pouvoir être candidate à la présidence. De 30 ans. On l'a humiliée, déshabillée, photographiée, publiée. C'est ça vraiment les régimes auxquels on peut se référer pour pouvoir discuter sur les processus démocratiques dans l'espace africain? Donc, on doit se retenir de certaines choses, de certaines euphories. J'ai suivi ces triomphes bruyants à Paris où les gens pouvaient sortir tout ce qu'ils voulaient parce que c'est quasiment une sorte de célébration et une ivresse particulière lorsqu'il s'agit de la RDC. Mais la RDC d'hier n'est pas la RDC d'aujourd'hui, malheureusement pour la plupart des gens. Il faut y rappeler quelques éléments simples pour ceux qui ne le savent pas. Les forces de frappe, je ne vais pas parler des restes. Maître Manjolo, avant qu'on y arrive, si vous suivez, si vous avez certainement suivi le président angolais hier. Oui. C'est clair pour eux. Il faut respecter l'accord du 31 décembre. Pas de référendum, pas de 3e mandat pour le chef de l'État Joseph Kabila, décrispation politique. Mais c'est normal, c'est repris dans l'accord. Oui, mais la tribune qu'il a utilisée pour parler de ces choses-là, c'est pas la bonne tribune. Mais il est le président en exercice de la SADC. Oui, mais attention, les principes de la SADC exigent que les activités de la SADC se passent au niveau de la SADC. On ne doit pas les porter à l'extérieur. Ce sont les principes majeurs de la gestion de la région. On a présidé la SADC, la RDC, en 2009 a présidé la SADC. Nous avons été confrontés à la situation au Madagascar, au Zimbabwe. Vous n'avez jamais entendu les chefs de l'État congolais, RDC, sortir en public et notamment à l'étranger. L'Angola a été un des tout premiers pays qui était contre l'impérialisme. Qu'on se souvienne. C'est-à-dire que le fait qu'un pays étranger puisse, d'une manière ou d'une autre, imposer sa vision sur une autre, ce n'était pas acceptable. Et à cette fin-là, l'Angola a pu avoir l'accompagnement de Cuba, l'accompagnement d'un certain nombre de pays, notamment la Russie, par rapport à la lutte dans la période de la guerre froide. Exact. Il est inconcevable aujourd'hui que l'Angola sombre aussi facilement dans les facilités qui sont celles-là. Parce qu'il faut obtenir des contrats de la France, avoir des facilités de visa, aller vendre son âme à la France, alors que les règles qui organisent la SADC et la région ne permettent pas ce type de sortie. Il est dit en permanence au niveau de l'organe de la SADC en matière de défense, sécurité et diplomatie. Donc il y a la défense, sécurité, politique et diplomatie. Donc nous avons l'obligation chaque fois de nous réunir, de nous dire en face ce qui va, ce qui ne va pas. Dans toutes ces matières-là. Et entre nous, ça reste secret entre nous. Et on prend des options qu'on applique parce qu'on a refusé. Nous sommes la région des freedom fighters. C'est-à-dire? Ce sont les gens qui se sont battus contre la colonisation, contre l'esclavage, contre l'impérialisme. Nous ne pouvons pas, après avoir versé autant de sang, notamment en ce qui concerne l'espace l'Afrique du Sud avec l'apartheid très très dur, l'Angola avec toutes les guerres où intervenaient les deux grandes armées ou de forces de la planète, à savoir les États-Unis d'un côté soutenant l'UNITA et de l'autre côté la Russie et Cuba soutenant l'MPLA. Après être sorti de tout ça,
et revenir pour aller faire des salam alek à la France. Mais notre qualité d'homme est où? Qu'on puisse reprocher certaines choses dans la gestion de la RDC par les voisins, qui sont en même temps nos frères, c'est une chose. Mais il y a des mécanismes de discussion qui sont opérationnels jusqu'à aujourd'hui. Mais la France a aidé la République démocratique Congo plusieurs fois au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies en organisant des réunions au profit de la RDC. Oui, mais ça ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire que les intérêts de la France, qui a gagné en RDC? Enfin, entre la France et la RDC, qui a gagné un peu plus? La France a gagné plus en RDC que la RDC n'a gagné en France. Malheureusement, nous sommes la terre promise, la terre qui recèle l'essentiel des matières premières de la planète. Sarkozy est venu vous le dire ici en face, vous avez trop de matières premières à partager avec les autres. Ça veut dire simplement que la RDC est en pole position, et c'est ce que j'ai dit la fois passée sur ce plateau et ailleurs. La centralité planétaire, c'est la RDC. Et cette considération-là particulière doit nous appeler, nous, Congolais, à réfléchir deux fois de suite. Ceux qui vous font les yeux doux, c'est pour vous morceler et récupérer vos matières premières. Mais vous n'existez même pas. Fut un temps où vous coupez les mains pour prendre votre caoutchouc et prendre tout. Ils l'ont fait. Est-ce qu'il y avait une sorte de démocratie à l'époque? Non, il n'y en avait pas. Fut un temps où ils sont venus ramasser ici l'uranium pour aller confectionner la bombe nucléaire contre les Japon. Est-ce qu'on a demandé notre avis? Non. Lorsqu'ils sont réunis à Berlin, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que au niveau de l'Union africaine, on a toujours dit que les découpages qui ont été faits en Afrique n'étaient pas avec la volonté des Africains. Alors, il est tout à fait inacceptable, philosophiquement, spirituellement, que les Africains aillent encore en France pour parler d'un autre pays africain sans sa présence et tout ça. Alors que c'est dit aussi bien dans l'instance de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qu'au sommet de la SADC, entre les deux troïkas, la grande troïka et la petite troïka, donc l'organe de la SADC en matière de défense. Mais selon le président Macron, ils ont parlé de plusieurs choses avec le président en exercice de l'Union africaine. Mais pourquoi seulement en RDC ça doit fâcher? Non. Au Mali aussi, certainement, ils ont parlé aussi du Mali. Oui, mais je veux bien, mais c'est pas ça la situation. La situation, c'est que nous avons mis en place les règles en tant qu'espace qui a vécu beaucoup de souffrances, qui n'a jamais été considéré comme des êtres humains à part entière. La même France, c'est elle qui a érigé les codes noirs, supposant que les Noirs n'avaient pas d'âme et que par conséquent c'était une marchandise. L'intelligentsia africaine, dans son ensemble, estime que les matières africaines doivent être traitées par les Africains eux-mêmes. Lorsque s'est réunie la double troïka en Angola, à Luanda, dernièrement, on a invité les présidents Kabila. Il s'est rendu. Ils ont discuté. Il y a eu des résolutions. Est-ce que ces résolutions-là n'ont pas été mises en œuvre correctement par la RDC? Non, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on reproche à la RDC après s'être réunie à cette cause-là, à cette fin-là? Il y a un problème. Problème de soumission à une autorité extérieure qui continue maintenant, qui reprend sa place dans les concerts des nations, et ce n'est pas acceptable. C'est une honte pour l'Afrique. On ne peut pas se prévaloir d'une honte, d'une indignité. Et c'est le cas pour l'instant. Nous sommes dans l'indignité et nous applaudissons l'indignité. Donc, ces triomphes bruyants, comme je disais tout à l'heure, que je vois ici et là et tout ça, les gens sont contents. De voir qu'effectivement, au niveau des instances internationales, et les gens sont en train de pouvoir vilipender la RDC, ils sont contents. C'est-à-dire que votre part des Congolités disparaît au motif qu'on attaque votre gouvernement. Alors que ce qu'on attaque, c'est les Congos en général. Peut-être c'est la faute du gouvernement. Parce que si, aujourd'hui, vous qui soutenez le chef de l'État, si vous ne dites pas à chaque fois plus que le chef de l'État est éligible, si vous décrispez le climat politique, mais eux, ils n'auront plus d'arguments. Oui, mais je pense qu'on prend la chose par le mauvais bout, par le mauvais prisme. Restons concentrés sur les règles qui s'appliquent à notre situation. Il y a eu un accord, il y a une constitution qui règle ce qui se passe actuellement. Pour l'instant, la moitié ou les 2/3 de l'opposition qui étaient avec les rassemblements se trouvent aux responsabilités. Exact. Bon, ceux qui sont restés à l'extérieur ne sont pas contents. Jusque-là, votre candidat, on ne le connaît pas. Oui, mais ça, c'est autre chose. Procédons par ordre. Jusque-là, il y a beaucoup des prisonniers politiques qui sont encore dans les geôles. Et oui, mais là, je pense qu'on veut justifier ce qui ne peut pas être justifié. Pour revenir à la situation telle qu'elle se présente, concrètement, il y a cet accord, il y a la Constitution, avec les règles précises. Et en ce qui concerne notre candidat, la CENI dit qu'il faut déposer la candidature à telle date. Lorsqu'on arrivera à date, on le fera. Vous verrez en ce moment-là.
et vous épinglerez les travers de notre candidature. Mais on n'y est pas encore. On n'a pas à se soumettre à l'agenda international. C'est pas puisque les gens vont faire des salam alek en France que nous devons nous soumettre à cette supercherie. Ça n'a aucun intérêt. Nous sommes dans une autre dimension. C'est-à-dire que quand j'entends d'ailleurs les gens en train de trembler en disant nous aurons toutes les armées de la région qui vont nous attaquer. Quelle armée de la région? Exact, l'Angola. Non, je on pense connaît la force de frappe de l'Angola, mais je pense que nous sommes en train de pouvoir dire les choses qui ne sont pas. Je vous donne au fait la photographie actuelle des armées du monde et le positionnement des uns et des autres sur la planète. Oui. La RDC est 75e sur la planète actuellement, alors qu'elle n'était même pas classée il y a une dizaine d'années. Nous sommes 75e aujourd'hui. Les Botswana qui faisaient les ponts il n'y a pas très longtemps est 103e sur la planète. 103e. D'ailleurs, ils ne sont jamais battus. Ils sont protégés par l'Afrique du Sud dans le cadre de la SACU. Donc, ils ne se battent même pas. C'est une armée fantoche qui ne peut pas s'émouvoir. L'Ouganda, qui est en face de nous, à côté, est 83e. 93e plutôt. 93e. Le Tchad, 94e. La Tanzanie, 98e. La Zambie, 83e. Congo-Brazzaville, qui est l'histoire d'Mbata, Mokolo et tout ça. Hein, vous vous souvenez ça? 120e. Centrafrique, 130e. La Namibie qui nous a aidés à un moment donné, 127e. Les Sud-Soudan à côté aussi, 99e. Donc, il n'y a que le RSA, l'Algérie et l'Angola, effectivement, qui se trouvent en bonne position. Mais il faut rappeler qu'il faut dimensionner par rapport à notre situation. Nous sommes un pays qui aujourd'hui frôle les 100 millions d'habitants et nous pouvons déployer assez facilement un peu plus de 150 à 200 000 hommes. L'Angola n'a qu'une capacité de 50 à 67 000 hommes, maximum. Et les Rwandais de 15 000 hommes. Maximum 18. Voyez-vous? Ce qui fait qu'on peut prendre les deux armées, mises ensemble et tout ça, ils n'ont pas la force de pénétration en RDC. On n'a pas voulu faire la guerre aux uns et aux autres, mais les jours où on décidera de pouvoir attaquer les uns et les autres, on verra à ce moment-là. Je vous signale aussi au passage que l'essentiel de ceux qui forment l'armée angolaise, ce sont des enfants d'origine congolaise. Ah bon? Qui ont fait partie du MPLA depuis très longtemps. Ben si, bien entendu. Je suis. Ben oui, mais écoutez, tout le monde le sait. Ces gens-là, leur âme se trouve en RDC, pas là-bas. Ils sont sous-traités, employés. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à émerger utilement parce qu'on sait très bien que, bon, ce sont ceux qu'on appelle les régressades ou quoi que ce soit. Bon, bref. C'est pour vous dire qu'effectivement, à un moment donné, vous pouvez avoir des surprises. Les Congos d'hier n'est pas les Congos d'aujourd'hui. Ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, si on porte la guerre chez eux, nous, on a subi sur notre territoire énormément de souffrances. Mais ces gens-là, aussi bien les Angolais que les Rwandais, n'ont pas l'expérience de subir sur leur sol une armée étrangère qui frappe leur population. Les jours où ils goûteront, et s'ils ont envie de goûter à ça, ils n'ont qu'à essayer. Mais je pense qu'on ne doit pas en arriver là. Pour la simple raison, c'est qu'il y a des mécanismes régionaux qui ont organisé à ce qu'on ne puisse pas arriver là, c'est entre nous. Et pire encore, qu'on ne puisse pas faire entrer dans les affaires africaines quelques renégats et autres impérialistes appelés anciennement de cette façon-là. Ce n'est pas correct, ce n'est pas en harmonie avec notre nouvelle philosophie en ce qui concerne l'Afrique australe, terre de freedom fighters, et en ce qui concerne l'Afrique entièrement, qui a souffert d'énormément d'exactions venant de ces gens-là. Comment voulez-vous qu'un bourreau d'hier, un esclavagiste d'hier, c'est lui qui a érigé les codes noirs pour mettre l'homme noir comme une marchandise, que ce type-là ait le culot de nous expliquer comment on doit fonctionner, sur quel fondement? Comment voulez-vous que deux dictatures soient accueillies avec énormément d'applaudissements dans un pays démocratique pour pouvoir soutenir l'idée selon laquelle ils doivent faire la loi dans un pays voisin et la souveraineté dans tout ça? Ils ne veulent que le respect de l'accord. Ils veulent en tant que qui? Aujourd'hui, si le Congo est touché, l'Angola est touché, le Rwanda même. Mais oui, mais attendez. Les affaires internes du Rwanda, est-ce que nous sommes déjà intervenus? Les Rwandais sont intervenus dans nos affaires internes. Aujourd'hui, si les élections ne sont pas organisées ou organisées, les élections ne sont pas apaisées. Mais l'Angola et le Rwanda auront des conséquences? Non. On a eu 6 millions de morts dans la partie est du fait du Rwanda et des autres voisins. Le Congo, jusqu'à aujourd'hui, est victime de ces gens-là. On a eu, Allez-y. 2 grandes formations politiques et militaires qui ont fait qu'on puisse découper le pays quasiment en 3.
avant les institutions mises en place par Joseph Kabila, les RCD, les MLC. Les RCD étant d'obédience rwandaise. À la suite du RCD, on a eu les CNDP. Où sont passés les Kunda Batouare, les Tanganda, les Moutéboussi? Ils venaient d'où ces gens-là? Et quel est ce culot-là qui peut permettre à certaines personnes de nous donner des leçons par rapport à la démocratie, à l'intégration des uns des autres, par rapport à un accord interne? On n'a jamais été voir comment ça se fait que les anciens Hutus sont passés où exactement au niveau du Rwanda, et ceux qu'on assassine dans les hôtels en Afrique du Sud et un peu partout, tout ça, c'est quoi ces problèmes? Les femmes qui sont humiliées, l'absence des partis politiques, les mandats modifiés en cours, et la longévité interminable pour un chef d'État. Tout ça, est-ce que nous, on en a parlé? Est-ce qu'on a dit qu'effectivement, il y aurait des problèmes dans ce pays-là qui feraient en sorte que les incidences soient plutôt cruciales pour la RDC? On n'a jamais parlé de ça. Même si effectivement, on a une incidence majeure. La France est à la base de l'ouverture de nos frontières pour accueillir les Interam et autres FDLR. La France est à la base de ça. A-t-elle réglé les problèmes jusqu'à aujourd'hui? Non. Elle veut se rabibocher avec les Rwandais sur notre dos, alors que la France est à l'origine de l'ouverture. Souvenez-vous, turquoise, les gens oublient très vite. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'autorisation et un mécanisme sui generis proposé par la France pour que ceux qui étaient en train de tuer là-bas traversent chez nous. Et on a les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle? Comment voulez-vous, au terme de toutes ces souffrances-là, venir nous donner des leçons de démocratie? Nous sommes un pays où il y a plus de 500 partis politiques. Il y en a combien en Angola? Il y en a combien au Rwanda? Est-ce qu'on peut recevoir des leçons de cette nature-là? Eux, au moins, ils organisent les élections. Mais vous, non. Non, ils n'organisent pas les élections. Ils organisent les plébiscites. C'est pas l'élection. Quelqu'un qui est élu avec 98%, un score soviétique, ce n'est pas une élection. Vous confondez, cher monsieur. Il n'y a pas d'élection au Rwanda. Joseph Kabila, la première élection, il a été au deuxième tour. Parce qu'il ne peut pas gagner, les principes ne permettent pas de gagner au premier tour ici. On a réduit maintenant à un seul tour, faute des moyens, ce qui fait que bon, la dernière fois, il n'avait pas atteint 50%, il était en dessous de 50%. Parce que c'est comme ça. Il est passé parce que c'est à un tour. 2 fois de suite, nous ne sommes pas en mesure d'atteindre ce niveau-là. En 2006, on avait les MLC qui avaient 67 députés, plus ou moins 67 députés, sans compter les autres et tout ça. Donc, dernièrement, c'est la même chose. On a plus ou moins 150 députés de l'opposition. Il y en a combien dans les 2 pays concernés? Ça n'existait pas. Il y a combien de télévisions, des médias, des journaux? Regardez les caricatures qui sortent chaque jour contre Joseph Kabila. On peut faire juste une caricature au Rwanda ou en Angola? On ne peut pas le faire. Ce sont des dictatures réelles. Maintenant, si on doit applaudir les dictatures au motif que on cherche par quel mécanisme revenir à l'État indépendant du Congo, à la disposition de matières premières pour toute la planète, et que les voisins veulent intervenir dans ces couloirs-là, par ces canaux-là, c'est bien malheureux, mais la RDC aujourd'hui est très avertie, est prête à affronter qui que ce soit. Mais simplement, nous continuons notre processus démocratique, le seul au niveau de l'Afrique, c'est le seul en Afrique centrale. Des signaux qu'il y aurait bel et bien l'élection le 23. Vous ne pouvez pas me donner un seul pays de l'Afrique centrale qui est au même niveau en termes de démocratie que la RDC. Il n'y a pas un seul. Nous sommes le numéro 1 de la démocratie. Elle n'est pas parfaite, elle est à parfaire. Mais l'allure qu'on a pris est exagérément supérieure à tous les autres de la région. Je vous ai cité 2 pays où il y a un qui a un mandat maintenant éternel. Comment voulez-vous aller discuter avec lui? C'est-à-dire, donner même crédit à celui-là. Un mandat éternel. Je peux comprendre qu'il il pourra sortir de son pouvoir qui est en 2037 ou je sais pas combien, ou 42. Vous imaginez ce que ça représente? Les MP tiennent le pouvoir depuis 77 jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis 77, avec Neto dans un premier temps, et puis finalement avec Dos Santos, aujourd'hui, donc il s'est remplacé. Il y a eu alternance. Mais il n'y a pas de... sein du Non, parti. ça s'appelle pas l'alternance, ça s'appelle la conservation. C'est que eux aussi le veulent. Mais comment voulez-vous parler d'alternance? Quand vous parlez de Cuba, est-ce que vous parlez d'alternance? Que Castro, les nés partent, Castro, les jeunes viennent et tout ça. Est-ce qu'il y a alternance? Il n'y a pas alternance. Il n'y a pas alternance à ce niveau-là. Ici, c'est la conservation du pouvoir parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas aux élections avec l'idée selon laquelle que l'autre peut gagner. Ça n'existait pas dans ces 2 pays. Ça n'existait pas. Alors que nous, on tremble. Au niveau de la RDC, au niveau de la majorité, on mobilise les troupes, on dit on doit aller sur le terrain, donc dire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on n'a pas pu faire, comment est-ce qu'on fera mieux prochainement. On explique à la population. On n'a pas la garantie de pouvoir forcément réussir parce que
Le peuple, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le pouvoir. Mais dans ce pays-là, c'est la garantie. Dites-moi sincèrement, en âme et conscience, 98%. Donc, c'est toute la population sauf les malades et les morts. Sur 10 millions des Rwandais, plus ou moins ceux qui sont votants, mettons qui sont 5 millions, il y a 4 900 000 et des poussières qui ont voté pour une seule personne. Ça paraît exagéré. Mais ce n'est pas mon sujet, parce que bon, de toute façon, je ne suis pas habitué à parler de ce genre de pays, parce que nous sommes une puissance, une grande puissance. Tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est de faire montre à la plupart des gens qui ne savent pas que la RDC d'hier, ce n'est pas la RDC d'aujourd'hui. On a nos problèmes, nous sommes dans un processus qui est un processus démocratique, qui est très difficile, et qui a énormément d'aspérité, qu'on doit niveler. C'est une œuvre humaine. On n'avait pas d'institution depuis quasiment 1967. On n'avait pas d'institution. On les a maintenant installées parce qu'on avait une seule institution, les chefs de l'État, et sont partis depuis 1967. Et c'est en 2006 qu'on a eu les institutions organisées et qui impriment maintenant la situation politique. Donc, il y a un parcours. En France, il n'y a pas très longtemps, les femmes ne votaient pas. Il y avait plus ou moins de grands partis politiques et c'était des structures quasi étatiques. C'est tout doucement qu'ils apprennent aussi la démocratie. D'ailleurs, quand on regarde la démocratie française, elle est inférieure à celle norvégienne, à celle suédoise. Donc il y a un parcours, c'est un cheminement. On ne peut pas nous demander d'aller beaucoup plus vite que nos voisins qui n'ont pas fait le premier pas. Nous, on est très loin, on est déjà quasiment à la moitié du parcours. Eux n'ont même pas encore démarré. Je disais, maître, jusque-là, il n'y a pas de signes forts qui nous confirment qu'il y aura élection. Mais je vous signale qu'à la dernière rencontre du chef de l'État en sa qualité de patron de la majorité présidentielle, avec tous les partis politiques de la majorité, plus ou moins 300, il a envoyé ses troupes sur le terrain pour mobiliser. De la même façon qu'il avait déjà envoyé les troupes sur le terrain pour aller mobiliser pour l'enrôlement. Mais en face, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Parce que l'élection, après tout, ne se tiendra pas au palais de l'Élysée, ne se tiendra pas à Washington, ça se tiendra sur le terrain. Je vois quelques personnages qui se disent célèbres faire le tour du monde, aller chercher comment on peut les soutenir. C'est cette capacité extraordinaire d'affirmer l'infériorité de la race noire qu'on est encore en train de promouvoir. C'est dit dans les textes d'Arthur de Gobineau. Le noir est inférieur. Il viendra toujours au pouvoir pour solliciter le pouvoir chez lui. Arthur de Gobineau, 1700 quelque chose. Donc, et c'est sur cette base-là qu'on a confirmé qu'effectivement, il est inférieur. Alors, on a quelques spécimens qui trouvent intelligent d'aller faire le tour du monde chez celui qui a organisé l'esclavage sur la planète. Et quand ils croisent leurs frères noirs aux États-Unis, ils se disent quoi exactement? Comment ils sont arrivés là? Comment ils sont arrivés là? Or, les ports de Toulouse et tous ces ports-là, Marseille et tout ça, sont les ports d'esclavagisme. Tout le monde le sait. La France a encore des terres en dehors de l'Hexagone. Comment ça se fait? Est-ce que vous êtes vraiment très à l'aise? Vous avez la conscience tranquille de vous adresser à certains bourreaux, jusqu'actuellement encore bourreaux, parce que le peuple de la Nouvelle-Calédonie n'est pas content de pouvoir être dans l'espace français. Les peuples des Antilles en général, Aimé Césaire a écrit abondamment là-dessus. Comment voulez-vous? Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se regarder en face, solliciter pas forcément la grandeur, mais la dignité. Nous avons perdu jusqu'à la dignité. Est-ce que c'est faute d'instruction? Me semble-t-il, oui. Nous ne sommes pas suffisamment instruits, enfin, la plupart d'entre nous, ou certains ne n'écoutent pas les conseils. Ce n'est pas parce que le chef de la majorité présidentielle vous a envoyé sur terrain pour battre campagne, pour mobiliser les troupes, qu'il y aura nécessairement les élections. La centrale électorale, est-ce qu'elle aura des moyens pour financer les élections? Et surtout qu'on connaît que la RDC a refusé le soutien de la communauté internationale. Mais continuez à rêver comme ça, on va aller aux élections. Vous savez, vous avez plusieurs phases. La contestation avant d'arriver aux élections. C'est-à-dire que cette idée de rester perplexe à la situation, est-ce que ça va se faire ou pas? Ces doutes qu'on essaie de nourrir. Mais c'est quand même fondé. Mais non. Parce que... Non. Ces doutes qu'on nourrit parce qu'on n'a pas la capacité d'agir, d'aller sur le terrain. Aller sur le terrain. Les élections, c'est pas ici à Kinshasa. Je dis bien, c'est pas Washington, c'est pas la Maison Blanche, c'est pas l'Élysée. C'est sur le terrain. Je suis de l'espace Kasaï.
on aurait souhaité que ceux qui sont en train de faire le tour du monde soient dans cet espace-là. On ne les y a jamais vus. Nous, on est sur le terrain, on mobilise des troupes. Ils nous reprochent beaucoup de choses, sauf notre présence. Voyez-vous, lorsqu'on a géré, c'est effectivement, on a un bilan à pouvoir défendre. Et le bilan n'est pas forcément dans certains secteurs bon, mais dans d'autres, il est excellent. Je viens vous dire, c'est notre place au niveau des armées du monde. Nous sommes 75e sur le plan planétaire, sur les 182 membres des Nations Unies, et nous sommes 10e en Afrique. Nous sommes partis de zéro. Nous avons une force de pénétration de 200-300 km dans les terres étrangères. Les gens ne savent pas ça, ils doivent le savoir. Qu'on ne peut plus jouer avec la RDC comme auparavant. Les jeunes gens qui ont défenestré les M23 sur la colline, c'était des Congolais, notamment avec Ndala, d'heureuse mémoire. Est-ce qu'on y pensait? Est-ce qu'on pensait que la RDC pourrait atteindre ce niveau-là? Nous avons aujourd'hui une fierté. Nous sommes une grande puissance. Nous avons sommeillé pendant longtemps. Nous sommes dans un processus démocratique. Le seul opérationnel au niveau de l'Afrique centrale. Le seul. On peut se regarder dans le miroir, pas comme les autres, qui sont, en termes de démocratie, difformes, mais quand ils se regardent dans le miroir, les reflets leur donnent la pensée qu'ils sont grands. Ils sont ivres de ce qu'on dit d'eux à l'étranger parce que, soi-disant, ils s'organisent mieux. C'est juste une question d'un peu de discipline. Mais nous, on a une culture, une civilisation plus ancienne que tout le monde dans la région. Plus ancienne. Vous faites des tours du monde, on vous parlera des Chokwe, des Lunda, des Kuba. Difficilement des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes une très vieille civilisation. Nous sommes celles qui, à la base des mathématiques, à travers le bâton d'Ishango. Nous avons nourri l'Égypte antique. On ne peut pas être aligné au même niveau que certaines entités politiques ou pays qui sont dans notre périmètre immédiat. Nous sommes un grand pays, donc, une grande nation. À vous attendre parler, Maître Manjolo, donc vous reniez en bloc tout ce qu'a dit Macron et les autres, comme si vous êtes clean, vous êtes sain. Non, je viens de dire ici que dans chaque mouvement humain, des activités humaines dans un espace humain, il y a énormément d'aspérités qu'il faut corriger. J'ai fait les rapprochements avec les autres pays membres de la CEAC, et en l'espèce, les pays que vous avez cités qui ont été là-bas sont membres de la CEAC. Ils n'ont pas le même niveau que nous en termes de démocratie parce que les éléments de démocratie, le langage démocratique, les outils de la démocratie n'existaient pas chez eux. Aujourd'hui, il y a un problème. Là, on ne sait pas, je le reprends, je le disais tantôt là, on ne sait pas si réellement on ira aux élections parce que les financements posent problème. Nous sommes à 52 millions de dollars alloués à la CENI alors que au mois de fin juin, on devait atteindre déjà plus de 100 millions de dollars. Et puis jusque-là aussi, la décrispation, même s'il y aura élection, les résultats seront acceptés de tous parce que jusque-là, il y a un sérieux problème au niveau de la décrispation politique. Il y a des politiciens qui sont au niveau des prisons. Il y a le renouvellement aussi des membres de la CENI. Au niveau de l'UDP, ça pose problème. Mais tout ça permet à tous ces membres-là de dire que il faudrait respecter l'accord du 31 décembre. Mais l'accord est respecté. Selon ceux qui sont là, ceux qui participent, ils voient que l'accord a été respecté parce que ce sont d'opposants de très longue date, alors que ceux qui étaient chez nous, qui quittent chez nous pour aller en face, ne sont pas forcément crédibles pour pouvoir parler de l'accord. On peut encore discuter avec quelqu'un comme Félix Tshisekedi par rapport à son positionnement individuel, mais ceux qui l'entourent n'ont pas la moindre crédibilité. Vous avez parlé de l'argent par rapport à la CENI. Je vous signale au passage qu'aujourd'hui, le Trésor public n'est plus dans le même état qu'il y a 2 ans. Il est renfloué. Les recettes arrivent à bonne destination pour l'instant. Tout le monde le sait aujourd'hui, ce n'est plus comme hier. Ce qui fait que la garantie de couvrir les élections est assurée. À ce niveau-là, elle est assurée. Mais de la même façon, les gens qui ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils ont les plans B, ils vous ont dit ça qu'ils ont les plans B. Ils n'ont pas cessé de parler des plans B. Ils disent que s'ils ne viennent pas et tout ça, il y aura, ils vont employer les grands moyens. Quels sont ces grands moyens qui feraient peur à la RDC dans sa configuration actuelle? Je viens de vous dire ici, notre capacité de nuisance est beaucoup plus importante que la plupart des pays autour de nous. On ne sous-estime pas l'adversaire. Non, c'est nous qui sommes sous-estimés. Nous, on ne sous-estime pas les autres parce qu'on n'a jamais porté la guerre chez les autres. On a porté la guerre chez nous. On n'a jamais fait chez les autres. Qui sont les pans? Qui sont les triomphes bruyants? Ce n'est pas la RDC. On se trouve exactement dans ce que Nietzsche appelait ses premières considérations inactuelles, en attaquant les triomphes des Allemands, en disant « vous êtes trop triomphalistes ». Les autres n'ont manqué qu'un peu de discipline, mais au moins ils ont une civilisation et une culture. Ils parlaient de la France à l'époque. Mais nous,
allemands, parce que l'Allemagne, ce sont les Länder. On n'a pas une culture commune, on n'a pas une civilisation. Nous devons la former, l'organiser. La RDC a une vraie civilisation. Je viens de citer les entités ici qui forment cette civilisation-là. La RDC a une vraie unité liée aux mains coupées. Cette RDC-là, aujourd'hui, c'est une très grande puissance. La RDC, c'est la centralité des matières premières, notamment le cobalt, ce qui fait que notre place internationale, on ne peut pas nous l'arracher aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est nous découper de sorte à nous arracher cette place-là, alors que, quand on découvre, au fur et à mesure, chaque jour, que vous êtes à Colosie, à Likassi, à 1 mètre sous sol, le cobalt sort sous vos pieds. Attends, ça effraie tout le monde. Ces pays-là, si maintenant ils encaissent les revenus miniers et qu'ils transforment ça en argent pour sa population, pour la formation, pour son industrie, pour son armée, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. C'est ça la grande frayeur. Mais vous voyez d'ailleurs, oui, la démocratie, tout ça, mais on ne parle pas de démocratie en ce moment-là parce que nous sommes plus avancés. Je viens de vous le dire. Et regardez ailleurs. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de déplacer les curseurs, de vous placer, de focaliser votre attention sur un objectif qui est faux. Parce que cet objectif-là n'est pas applicable chez ce même voisin qui est en train d'en parler. Mais il est déjà applicable chez nous. En ce moment-là, en vous détournant, on amène les désordres chez vous et puis on s'accapare des matières premières. C'est ce qu'on nous a fait en disant, attention, attention, Lumumba va amener les Russes en RDC. Et par conséquent, installer le communisme. Voilà, il va installer le communisme et tout ça, et par conséquent, il faut attaquer assez rapidement. Et quand ils ont tenté d'attaquer, c'était pour faire quoi? C'était pour faire la partition. Faire du Katanga un pays, comme ça ils pouvaient gérer. Et ils sont en train d'opérer de la même façon. Et ils tentent aussi de faire la jurisprudence gambienne. C'est-à-dire que voir comment est-ce qu'on peut défenestrer un chef de l'État à travers la région, ça serait beaucoup plus crédible. Parce que la France, après les coups de la Libye, de la Côte d'Ivoire, où ils sont intervenus, ils ont arrêté un chef de l'État. C'est ça, en fait. Quelle est la crédibilité de la France après avoir fait ça? Arrêter un chef d'État chez lui. Il faut écouter les mouvements des insoumis en France. Ils les disent sans cesse que c'est criminel ce que la France a fait. Ils reconnaissent ça. Il faut écouter tout le monde aujourd'hui. Il y a énormément des rapports là-dessus, des reportages sur ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi au niveau de la Libye. Alors, vous aimeriez qu'on fasse ça en RDC? Vous applaudissez ce type de procédure? Mais au cas où les élections ne sont pas organisées le 23 décembre. C'est réglé aussi bien par la Constitution que par l'accord. C'est réglé. C'est réglé. Il est dit. Une transition sans Kabila à la tête du pays. Ce n'est pas dans l'accord. Ce n'est pas dans la Constitution, malheureusement. Ceux qui sont partis signer cet accord, ceux qui disent de l'appliquer, ils doivent se rendre compte que dans cet accord, il est dit, en leur faveur, qu'il n'y aura pas de référendum pendant cette période transitoire. N'est-ce pas? Exact. Ils doivent savoir aussi qu'il est dit qu'on respecte la place de l'institution présidentielle jusqu'à ce qu'on tienne les élections. C'est dans le même accord. Mais en vertu de quoi il parlerait d'une transition sans Joseph Kabila? C'est sur base de quoi? Sur base du Saint-Esprit, de la volonté de Macron ou des autres prétendants devenir chef de l'État de la RDC? Non. Dans l'accord. Si vous voulez dire respectons l'accord, mais allons-y, respectons l'accord. Y a-t-il eu l'application parfaite ou la pleine application de cet accord? On peut dire que non, il y a des éléments qui ne sont pas forcément bien appliqués. Alors comment on corrige ça? Ben voilà, en faisant c'est la fête des propositions. On peut continuer à discuter. On est ouvert à la discussion. Mais vous ne pouvez pas dénaturer l'accord sur le point clé, sur la substance elle-même. La substance prévoit que l'institution présidentielle reste en place. Tous les postes à mandat restent en place jusqu'à ce qu'on puisse tenir les élections. C'est ça qui est dans l'accord. Il ne fallait pas signer cet accord. Ils l'ont signé en ces termes-là. Et ils ont imposé à ce qu'il n'y ait pas de référendum entre le moment où on signe cet accord et au moment où on tiendra les élections. C'est ce qui est dit dans l'accord. Alors ne tenez pas juste une position et tentez de pouvoir la dénaturer alors que vous avez signé exactement ces termes-là. C'est ça l'application, la pleine et parfaite application de l'accord, c'est de dire d'abord ça et que le respect de la Constitution est des rigueurs. Et l'accord aussi le souligne aussi que les Congolais de l'étranger doivent se faire enrôler. Bien entendu. Mais ils doivent faire l'élection présidentielle. Tout à fait. Aujourd'hui, apparemment, c'est comme si ce point de l'accord ne pourra plus être il faut qu'on trouve un mécanisme pour les Congolais. Selon M. Manjolo, oui. Vous êtes aussi un expert dans le secteur de la diplomatie. Comment
ça peut se faire, enrôler les Congolais de l'étranger? Je pense qu'on peut trouver des mécanismes assez, des facilitations pour que ça se fasse par juridiction plutôt que par grande, donc réunification, union des juridictions plutôt que juridiction unique. Je m'explique. J'ai fait, pendant 10 ans, j'étais aux affaires étrangères à la Confédération en tant que diplomate politique. Je pense qu'on peut, au niveau de l'Europe par exemple, parce que c'est là où la diaspora est très importante, Exact. avoir 2 endroits pour opérer l'enrôlement. Mais la grande crainte que j'ai, est-ce que tous ceux qui sont en train de chanter ont aussi, c'est que la condition sine qua non, qui est celle d'avoir une carte des résidents en tant que Congolais, un passeport congolais. Vous allez voir que sur les 16 millions de Congolais dont on parle à l'étranger, on atteindra difficilement 2 millions. La plupart sont devenus là étrangers par facilité pour les facilités. C'est une réalité. Donc, ce qui recommande qu'effectivement qu'on revoie une règle prochainement. L'article 10 doit être revu, de la Constitution doit être revu absolument pour qu'on puisse faciliter. Donc, je suis moi-même confronté à cette situation par rapport à ma famille. J'ai énormément de membres de ma famille qui sont dans cette situation-là. Ils pleurent, mais je dis, écoutez, on n'a pas le choix. Vous devez rester, donc soit vous changez de nationalité, ce qui ne vous entache pas forcément aujourd'hui, mais c'est destiné aux Congolais ayant un passeport congolais et une carte de résidence en règle dans ce pays-là. Bon, ça va réduire énormément. Donc, il aurait fallu qu'on puisse avoir des statistiques déjà par rapport à ce niveau-là. Et avec ces statistiques, on peut viser un périmètre comme l'Europe, par exemple, en ce qui concerne la Belgique ou la France et tout ça, on met 2 points d'enrôlement et puis suivi tout de suite de l'élection. Voyez-vous, puisqu'on a fait ça en 2006, enrôlement suivi très rapidement par les élections. On peut le faire aussi par rapport à la diaspora, parce qu'après tout, c'est juste une élection, une seule, celle présidentielle. C'est beaucoup plus facile, et le nombre de candidats est réduit, on a peut-être quoi, 5, 6 ou 10 candidats, tout au plus. Bon, espérons que ça sert à ce niveau-là, parce que je sens qu'au niveau de l'opposition, ils vont nous amener pléthore, parce qu'il y a beaucoup de prétendants, mais simplement la majorité va porter un seul candidat. Jusque-là, on attend, hein. Si, mais la date, la majorité. Nous ne sommes pas encore à la date des dépôts de candidature. Attendez, vous verrez. Et ce candidat aussi il aura besoin du temps pour se faire accepter aussi par la population. Mais bien entendu, il devra faire sa campagne. Il nous reste quelques mois. Hein. Bien sûr. Et vous savez que nous, on a des gens qui sont outillés, qui ont géré pendant très longtemps et qui savent facilement atteindre les uns les autres, couvrir les périmètres nationaux assez facilement. Et c'est ça aussi l'avantage d'avoir géré. Donc, ce qui n'est pas l'avantage de tout le monde. Bon, et puis il y a un discours aussi, un bilan à défendre avec ses failles, avec ses avantages. Donc, je pense que la réduction des juridictions serait très importante pour opérer ces élections-là, mais en même temps, les statistiques démontrent qu'on ne va pas atteindre plus de 2 millions de Congolais à l'étranger. Et d'ailleurs, ils ne sont pas concentrés au même endroit. Il est vrai qu'au niveau africain, on a plus de Congolais qui sont restés Congolais qu'au niveau européen. Hein, ou au niveau américain. Parce que j'entends les gens chanter ici et là et tout ça. Est-ce qu'ils sont-ils Congolais encore? Ils sont Congolais d'origine. Génétiquement, ils sont Congolais. Et c'est pour ça que moi, je plaide quand j'essaierai, si jamais si le peuple me porte à l'Assemblée nationale, je ferai campagne pour qu'on puisse ouvrir la nationalité multiple à ceux dont les patrimoines génétiques est d'origine congolaise. Oui, vous m'avez aussi donné la brèche là. Vous préparez comment? On voit le PPRD déjà sur terrain, mais l'ULDC, sans regroupement politique, jusque-là, rien. Ben oui, mais je vous ai parlé la fois passée de l'ABCE. Notre regroupement politique s'appelle ABCE, Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent. Et nous sommes là-dedans, donc c'est présidé aujourd'hui par l'ancien ministre des Finances, M. Matenda. Athanase Matenda, voilà. Le président national du NAD. Voilà, donc nous sommes là-dedans avec un certain nombre de cadres très importants, des anciens ministres, des ministres encore en fonction et tout ça, qui sont là, des députés et tout. Donc, nous couvrons l'essentiel du territoire. Nous nous sommes répartis des régions en fonction de nos implantations respectives. Exact. Bon. Et nous allons faire notre première sortie. J'en suis aussi rapporteur adjoint avec A.G. Matemo, voilà, qui est vice-ministre aux Affaires étrangères, mais qui est le premier rapporteur. Je suis le deuxième rapporteur. Donc je suis à la conférence des présidents du fait que je suis aussi au directoire, et par conséquent, je porte la parole de cette structure-là, et nous serons dès ces dimanches, c'est samedi plutôt, à Kenge, et on fera la route jusqu'à Massimaniba. On fait notre sortie officielle. Après cette sortie officielle, on a déplacé les curseurs. Habituellement, les gens le font à Kinshasa par facilité. Nous, on va le faire sur le terrain des deux leaders.
à la fois M. Mbosso Akenge et M. Kinke Mulumba à Massimanimba. Vous verrez vous-même. Et à la suite de ça, on va faire le tour maintenant, chacun en ce qui nous concerne, dans son périmètre immédiat pour pouvoir porter la parole en question et essayer de présenter les candidats éventuels, commencer à les préparer. Puisqu'on fera liste commune, selon nos positionnements et selon nos intérêts. Donc, nous y travaillons déjà, nous sommes largement avancés. Exact. Nous attendions l'autorisation officielle, parce qu'on ne se lance pas comme ça. Vous avez déjà l'autorisation? Bien sûr, nous sommes légalistes, c'est publié. C'est publié. Donc la CENI, d'abord le ministère de l'Intérieur, à la suite la CENI, bon, ont déjà publié, nous sommes conformes, nous sommes en règle avec la loi. Donc nous avons notre siège qui est sur le boulevard du 30 juin, qu'on déplacera sûrement ailleurs, mais pour l'instant, nous sommes opérationnels. Voyez-vous, c'est tellement carré et précis qu'on n'a pas froid pour dire qu'effectivement, sur le terrain, nous avons de très bonnes espérances. Qui vivra verra. Oh, vous savez, entre ceux qui ne font rien et ceux qui font quelque chose, je préfère compter sur ceux qui font quelque chose, qui obtiennent... Vous savez, il faut aller à la chasse pour espérer amener quelque chose. Mais si vous restez à la maison et que vous faites des comptes de chez nous en espérant que les lions viendront vers vous, ou je sais pas moi, la gazelle va venir se livrer, c'est deux choses différentes. Je suis pour ceux qui vont chasser et qui peuvent ramener même, je sais pas moi, un petit rien, plutôt que ceux qui restent à la maison. Merci, Maître Guillaume Anjolo, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de ULDC, un parti de la majorité présidentielle. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir et à la semaine prochaine.